action. J'ouvre mon petit carnet. Il y a du soleil aujourd'hui. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est cette fois-ci pas au Japon. Je suis rentrée depuis un mois. Je sais, les derniers jours au Japon, j'ai pas vraiment filmé, je n'ai pas sorti de vlog puisque la première raison c'est qu'il a vraiment pas fait très beau les 2 derniers jours où nous étions à Tokyo. Et la deuxième raison c'était que c'était les derniers jours, on était très fatigués donc on n'a pas fait grand chose. Et de 3, c'était la fin du voyage, on était un petit peu nostalgique. J'étais pas trop d'humeur à filmer donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Mais pour me rattraper, je reviens avec cette vidéo qui j'espère va vous plaire. C'est mon petit bilan sur le voyage au Japon. Dans cette vidéo, je vais revenir sur tout d'abord notre itinéraire. Où est-ce qu'on est allé, qu'est-ce qu'on a fait, même s'il y en a beaucoup qui ont suivi, je l'espère, les vlogs. Et donc vous avez vu un peu tout ce qu'on a fait. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas suivi les vlogs, eh bien je vous redis là un petit peu notre itinéraire et les différentes activités que l'on a pu faire pendant ces 2 semaines et demie au Japon. Ensuite, je vous ferai part de mon ressenti, comment j'ai ressenti ce voyage, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a un peu moins plu aussi. Et pour terminer, mes petits conseils, on va dire, pour préparer votre voyage au Japon et aussi quand vous y serez. Donc voilà, c'est parti. J'ai choisi un petit fond qui, je l'espère, vous rappellera un petit peu le Japon. Bon, c'est pas un sakura, c'est un pommier. Et voilà, en tout cas, c'est parti pour mon bilan sur le voyage au Japon. On commence tout de suite. Pour commencer la première partie de cette vidéo, je vais vous faire un petit rappel de notre itinéraire. C'était notre premier voyage au Japon et c'était aussi le dernier pays que l'on visitait sur notre année de voyage, puisque oui, nous sommes partis 1 an tout pile en voyage entre l'Asie et notre PVT en Nouvelle-Zélande. Un long voyage, on a découvert 8 pays en tout, et donc le Japon était notre dernière destination avant de rentrer en France. Comme c'était la première fois qu'on venait à ce pays, on avait choisi de faire des incontournables, les gros points qui sont souvent très touristiques et qui reviennent souvent dans les itinéraires au Japon. Mais voilà, pour commencer, on voulait quand même voir. Ce sont donc les 3 plus grosses villes du Japon, c'est-à-dire Osaka, Kyoto et Tokyo pour terminer. C'est vrai que c'est pas forcément très commun de commencer par Osaka et de terminer par Tokyo. En général, les gens arrivent plutôt à Tokyo en premier, mais les billets d'avion étaient moins chers en fait pour arriver à Osaka plutôt qu'à Tokyo. Et comme on savait qu'on voulait faire ces 3 villes, plutôt que de faire une boucle, on s'est dit autant gagner du temps et faire un itinéraire sans repasser 2 fois par Tokyo. Ça nous faisait économiser quand même un trajet entre les grandes villes et bah c'est pas rien puisque les transports au Japon sont quand même assez chers. Donc voilà, donc on est arrivé à Osaka, on y a passé 5 jours. On avait un logement qui était à la côté de la station de Omachi. C'était un hôtel qui s'appelait WBF Omachi et franchement il était super. C'est le meilleur logement qu'on a eu de tout notre voyage. Notre fourchette de prix pour les logements c'était environ 40 € par nuit et je crois qu'on n'était pas beaucoup au-dessus de ce budget là pour cet hôtel. Il était vraiment bien situé, il était proche du centre. À pied on était à environ 15 minutes d'Dotonbori et des autres lieux emblématiques, on va dire, du centre de Osaka. En plus de ça, il était juste à côté d'une station de métro, donc pour aller un peu plus loin dans Osaka, c'était vraiment super pratique. À Osaka, dans les grandes lignes, on a visité Dotonbori, Namba, donc c'est des quartiers qui sont proches quand même, le quartier de Shinsekai avec la tour, mais il faisait pas très beau, donc on l'a pas beaucoup exploré. Le château de Osaka, on a aussi fait un petit tour dans Umeda. On a fait une journée à Universal Studios Japan. Et enfin, on a terminé avec une demi-journée à Sumiyoshi Taisha. Donc c'est un temple. Et on a aussi visité les alentours. On s'est baladé un petit peu dans les rues autour. Donc voilà pour les choses que l'on a fait à Osaka. Je vous referai pas tout le détail de notre voyage. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous laisse regarder les vlogs. J'ai mis vraiment beaucoup de choses. Les adresses, les prix et les itinéraires que l'on a fait au Japon. Ensuite, on a passé 3 jours à Kyoto. Notre logement, il était à côté de la station Nijo. C'est au nord-ouest de la ville de Kyoto. On n'était pas vraiment dans le centre. On n'était pas très loin. Je pense qu'on était à peu près 20 minutes à pied, 15-20 minutes du centre-ville.
on va dire, mais c'était quand même un petit peu excentré. D'un autre côté, l'endroit était très calme et c'était bien. La chambre était vraiment pas mal du tout. C'était un hôtel un peu sous le format auberge de jeunesse, donc il y avait quand même des lieux de vie, ce qui était intéressant aussi puisqu'il y avait des frigos, une cuisine, une table à manger et un service de gardiennage de valises. Ça, c'est très pratique aussi au Japon puisque les check-in sont en général tard dans la journée. On a même eu un check-in à 17h à Tokyo, ce qui est quand même vraiment tard. En général, c'est plutôt 15-16h, mais plus 16h quand même. Et les check-out sont assez tôt. En général, c'est 10h. Il y a quand même un trou dans la journée où si vous avez des valises et tout, c'est pas forcément très pratique. Le programme à Kyoto, ça a été une journée à Arashiyama. On a vraiment fait bien le tour du quartier, des temples, de la forêt de bambou, etc. Vu que c'est assez dense à cet endroit-là, on y a passé vraiment une journée. On a visité le quartier de Gion de nuit, le château de Nijojo. On a visité le centre-ville en général, donc là il y a plusieurs choses. Il y a le marché et des petites rues sympas à visiter autour. Et on a été aussi visiter le temple de Fujimi Inari Taisha, qui est très connu avec toutes ses portes rouges, etc. Mais à Kyoto, on n'a pas eu un temps exceptionnel. Donc voilà pour Kyoto. Et enfin, on a passé 7 jours à Tokyo, une grosse semaine. C'était bien pour pouvoir faire beaucoup de choses à Tokyo. Notre logement, il était un petit peu excentré et si c'était à refaire, je ne choisirais pas un logement à cet emplacement-là. Donc on était à Sumida-ku, qui est proche de la station Ikifune. C'est vraiment à l'est de Tokyo, alors qu'au final, les points d'intérêt principaux sont plutôt à l'ouest. Donc je vous conseillerais plutôt de prendre un logement à l'ouest plutôt qu'à l'est. Voilà, on était quand même à 10 minutes à pied de la Skytree. En dessous de la Skytree, il y a une station de métro qui dessert quand même relativement bien Tokyo. Ça, c'était pratique. Et en plus de ça, le quartier était assez calme. C'est quand même un bon point. Mais voilà, c'était vraiment pas super bien placé. On était quand même assez loin. On devait prendre les transports tout le temps. Et en plus de ça, notre Airbnb, je ne vous conseillerais pas parce qu'il était bruyant. On était au rez-de-chaussée. Et donc, on entendait tous les gens qui rentraient. C'était une petite résidence. Il y avait que 3 appartements. Mais on entendait quand même les allées et venues des autres personnes qui résidaient dans cet endroit-là. Et au Japon, on sait, les murs sont pas très épais. Donc voilà, mais les autres logements, je vous les mettrai sûrement en description de cette vidéo si ça vous intéresse pour votre voyage, en tout cas si vous êtes même itinéraire que nous, puisque pour Osaka et Kyoto, ils étaient très bien. Tokyo par contre, un peu moins. Bon, on s'y attendait aussi. On a pris un logement qui n'était pas cher puisque je vous ai dit notre budget était de 40 € par nuit au Japon et Tokyo, c'est une ville qui coûte cher, donc forcément c'est difficile de trouver des logements qui sont dans ces prix-là. Les choses que l'on a visitées à Tokyo, c'était le quartier de Akihabara, le quartier de Asakusa et on a marché jusqu'au quartier d'Ueno aussi, donc on a vraiment bien visité ces 2 quartiers-là. Le quartier de Shinjuku et le quartier de Shibuya qui sont des quartiers immanquables à Tokyo. On a aussi visité un petit peu Ginza le soir, c'était plutôt pour aller manger, donc on ne s'est pas baladé dans les rues. Et ensuite on a aussi fait les quartiers où il y a les marchés de poissons, je vous laisserai aller voir ma vidéo sur cette journée-là si ça vous intéresse, ainsi que le quartier de Odaiba pour le coucher de soleil qui est vraiment super. Et en plus de ça, lorsqu'on était à Tokyo, on a fait une journée au mont Fuji pour aller voir le mont Fuji et visiter les villes de Fuji Yoshida et Kawaguchiko. Voilà pour le programme que l'on a eu à Tokyo et pour notre programme au Japon. En général, on a fait vraiment beaucoup de choses. C'était assez dense et donc c'est très fatigant. On était quand même sur une moyenne de pas, je crois, de 22 000 par jour, ce qui est énorme. On était KO. D'ailleurs pour Tokyo, c'est vrai que je vous ai cité beaucoup d'endroits, c'est un gros programme, on a fait beaucoup de choses et on s'est un peu éparpillé, on faisait souvent des allers-retours en métro, ce qui n'est pas forcément une bonne chose à faire, donc je vous conseille quand même de bien cibler vos quartiers et vos itinéraires dans la ville puisque c'est gigantesque. Partie 2 de cette vidéo, on passe maintenant à mon ressenti sur le voyage au Japon. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce pays? Alors mon premier point sur le Japon, c'est que c'est un pays avec une culture qui est super intéressante. C'est sûrement la raison pour laquelle vous voulez visiter le Japon. Moi aussi et Paul aussi, c'était principalement pour ces raisons-là que nous y sommes allés. C'est que la culture est très riche, elle nous intéressait beaucoup. Et en plus de ça, c'est vraiment très différent de la culture française. Je pense que c'est tout l'opposé. Les Japonais n'agissent pas du tout comme chez nous en France. Ils sont très respectueux, ils sont très calmes. On n'a pas du tout les mêmes habitudes de vie. Et donc c'est très intéressant de faire un voyage au Japon pour cela. On va apprendre un peu plus aussi sur l'histoire du Japon puisque c'est un pays avec une forte histoire
un fort passé qui n'a pas toujours été très beau d'ailleurs, mais c'est très intéressant d'en savoir plus sur ce pays. Deuxième point, c'est le dépaysement, mais bon, ça va aussi avec la culture. C'est vrai que le fait d'avoir une culture très riche, c'est un point fort, mais également les paysages sont très différents de chez nous. Les villes un peu moins, mais lorsqu'on sort des villes, c'est vrai que c'est totalement différent, c'est très très beau. Il y a une diversité de paysages qui est très forte et pour le coup on n'a pas vu grand chose puisqu'on est vraiment resté au centre du Japon, donc on a vu à peu près les mêmes choses. Mais rien que ça, on change souvent de style de paysage, d'environnement, de faune et de flore, surtout de flore. Alors le troisième point, c'est ça peut être un avantage comme un inconvénient. Les villes sont très denses. Il y a beaucoup de choses à faire et à voir. En soi, l'architecture, elle n'est pas très changeante de chez nous, surtout que ce sont des villes très récentes et très modernes. Donc, visuellement parlant, c'est pas forcément toujours intéressant l'architecture, mais par contre, ce qui va changer beaucoup par rapport à chez nous, c'est tous les panneaux lumineux, toutes les informations. En plus de ça, c'est une autre langue, une autre écriture. Donc, c'est totalement différent de chez nous. Il y en a partout. Il y en a vraiment... C'est très dense en fait, il y a beaucoup de panneaux d'information. Alors c'est ce qui fait le charme des villes. Et par contre ça peut être un petit peu fatigant lorsqu'on voyage et qu'on se balade puisque on est bombardé d'informations tout le temps. Et donc au bout d'un moment c'est un peu dur pour le cerveau. Surtout lorsque c'est la nuit et qu'il y a beaucoup d'informations lumineuses un peu partout. Voilà, mais c'est ce qui fait aussi que le Japon est le Japon en lui-même. C'est toutes ces informations, tous ces panneaux lumineux, les dessins, la culture manga, kawaii, tous les petits personnages que l'on retrouve aussi dans la rue en fait, et c'est vraiment très très sympa. Mais voilà, c'est aussi quelque chose que je peux vous dire par rapport au Japon, c'est que ça peut être vite fatigant aussi pour ceux-là. On est bombardé d'informations, il y a toujours des choses à voir, à regarder, des petits éléments, des petits détails, tout est dans le détail et c'est ça qui est intéressant, c'est ce qui fait la beauté des villes. Mais à la longue, sur un voyage, ça peut être vite fatigant. C'est pour ça que je vous conseille aussi de prévoir des moments de break et pas avoir un emploi du temps très rythmé, puisque c'est bien, voilà, de faire un peu le vide dans son cerveau aussi de temps en temps et ne pas se sentir submergé, puisque c'est vraiment le cas, hein. On est submergé de toutes ces informations qu'il y a partout et c'est beaucoup d'émotions en même temps, donc c'est fatigant lorsqu'on voyage. Quatrième point qui était intéressant au Japon, et ça je pense que ça peut être mis dans le top 1 de la raison pour laquelle il faut que vous alliez au moins une fois dans votre vie au Japon, c'est la nourriture. On mange super bien, c'est incroyable, la diversité des plats, il y a vraiment pour tous les goûts. Vous aimiez le sucré, le salé, les entrées, le chaud, le froid, il y a de tout. Très diversifié et surtout, c'est pas très cher. Alors, en général, on va vous dire que le Japon, c'est une destination qui est assez chère, c'est vrai. Mais pour le coup, la nourriture et manger à l'extérieur n'est pas si cher. Alors bien sûr, c'est plus cher que dans d'autres pays d'Asie, mais on s'attendait vraiment à avoir un budget restaurant plus haut, puisqu'on mangeait tout le temps à l'extérieur. Pour vous donner un ordre d'idée, on a souvent mangé des ramen. Et oui, c'était l'hiver et c'est un des plats que l'on préfère, surtout qu'il y a beaucoup de sortes différentes de ramen au Japon. Et c'est un plat qui coûte vraiment pas très cher. Donc le moins cher que l'on a payé, c'était 4 € le ramen dans un petit restaurant de rue fréquenté par des locaux. Et le plus cher que l'on a dû payer, c'était un restaurant de ramen très populaire au niveau des touristes, puisqu'il était connu au guide Michelin et on a payé 9 € le ramen. Donc voilà, c'est vraiment pas excessif, je trouve en tout cas, par rapport à ce qu'on peut trouver en France lorsqu'on veut manger un ramen par exemple, et en règle générale, puisque le ramen ça reste un plat qui sont très bien servis, c'est toujours un gros bol, vous serez toujours calé après un ramen, soyez-en sûrs, tous les restaurants que l'on a fait, et pourtant on est des bons mangeurs, les quantités étaient plus que raisonnables, si ce n'est parfois un peu trop. En plus de ça, dans les restaurants de ramen en général, il y a toujours une carafe d'eau, une carafe de thé glacé à disposition, ce qui permet de ne pas forcément payer de boissons, puisque on sait, lorsque vous êtes en voyage, on essaye de faire toutes les petites économies possibles. Donc si on peut ne pas payer de boissons au restaurant et garder ce budget pour d'autres boissons dans la journée par exemple, eh bien c'est intéressant. Il y a aussi l'option des 7-Eleven et tous les types de combini qui sont intéressants, mais au final je trouve, et ça vaut pour toute l'Asie en général, beaucoup vous conseilleront d'aller manger au combini pour manger moins cher. Certes, c'est pas très cher,
c'est vraiment très abordable. Mais c'est des petites quantités, donc si vous êtes des bons mangeurs en général, je vous conseillerais plutôt de viser les ramen, les chaînes de sushi à volonté qui sont pas très chères non plus. On a fait un sushi train qui s'appelait Kura Sushi et là-bas les sushis, on en sort pour 10 € et on est bien calé. On a bien mangé. Il y a plein de types, même les bars à gyoza par exemple, où vous aurez une boisson et une assiette de gyoza et en général c'est assez conséquent. Pour pareil, entre 5 et 10 € maxi. Mini, c'est intéressant, sauf si vous êtes du genre à beaucoup manger. Là, je trouve que finalement, il vaut mieux un restaurant pas très cher, mais vous aurez de la quantité, plutôt que de dévaliser le combini. Au final, vous en aurez pour le même prix. Ça reste aussi intéressant lorsqu'on a une petite faim, ou quand on n'a pas trop le temps aussi, puisque nous, on l'a fait quelques fois lorsqu'on faisait des journées où on avait un emploi du temps bien rempli. Ça, c'est cool de pouvoir acheter des petits trucs à manger, chaud, froid. En plus, il y a beaucoup de petits plats chauds, des snacks. Et donc ça, c'est intéressant. Un dernier point sur mon ressenti du Japon, c'est que ça reste une destination chère en règle générale. Donc c'est pas un voyage que je vous conseillerais si vous avez un petit budget, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a quand même pas mal de choses qui sont payantes, même des entrées dans des temples ou d'autres activités en général. Et il y a beaucoup de choses qui donnent envie. Ça reste quand même une destination qui nécessite d'avoir un budget assez conséquent. Pas forcément excessivement cher, mais par rapport à un voyage en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge ou même en Malaisie, voilà, c'est un pays développé, donc il vaut mieux prévoir un bon budget pour pouvoir voyager, surtout au niveau des logements et des transports. C'est ce qui vous coûtera le plus cher au Japon. Donc, ce point m'amène à passer à la partie numéro 3 de la vidéo, qui sont mes conseils pour organiser votre voyage au Japon. C'est parti, je vous dis tout ce qu'il faut savoir pour organiser votre voyage là-bas. Donc enfin, la partie numéro 3 de cette vidéo, ce sera plutôt mes petits conseils pour le voyage au Japon. Les points dont je pense qu'il faut penser et anticiper avant de partir là-bas lors d'un voyage. Et les petits tips qui vous aideront à encore plus apprécier votre séjour au Japon. Le premier point, il rejoint la dernière chose que j'ai dit sur mon ressenti du Japon, c'est que étant donné que c'est un pays qui coûte plus cher que ailleurs en Asie, je vous conseille vraiment de prévoir bien votre budget à l'avance, prospecter un peu sur les prix des transports, les prix des logements. Ce sont les deux catégories qui coûtent le plus cher. Et donc c'est bien d'anticiper et de réserver à l'avance aussi. Je sais que pour beaucoup de backpackers, en général, on aime bien réserver à la dernière minute. Et même moi, je le fais d'ailleurs d'habitude en Asie. J'adore me laisser du temps libre et de la liberté pour pouvoir choisir mes logements vraiment la veille pour le lendemain, limite des fois. Mais voilà, au Japon, c'est pas vraiment ce que je vous conseille, puisque les logements partent très vite. Et surtout, si vous avez un budget assez serré, les logements les moins chers, c'est ceux qui partent le plus vite forcément. Je vous conseille quand même de vous y prendre au moins 1 ou 2 mois à l'avance, à savoir que nous, on avait réservé nos logements un peu plus de 3 mois avant d'y aller. Et déjà, lorsqu'on a regardé les sites de réservation, on trouvait qu'on n'avait pas beaucoup de choix, surtout dans les prix que l'on voulait. On ne voulait pas dépasser un certain prix pour les logements. Vraiment, on ne se voyait pas mettre 100 € la nuit pour une semaine à Tokyo. Ça nous serait revenu à beaucoup trop cher et c'était pas ce qu'on voulait. Donc voilà, on avait un budget pour Tokyo, on a un peu augmenté. Je crois qu'on était à 50 € par nuit, ce qui est déjà pas mal, je trouve. Mais c'est vraiment pas aussi simple de trouver des logements à ce prix-là. Surtout si vous voulez un logement privé. Nous, on n'est pas forcément des grands fans des auberges de jeunesse, donc on voulait avoir quand même une chambre privative avec une salle de bain. Ça se trouve, mais voilà, il faut prendre un peu d'avance sur son voyage et donc faire des réservations avant. De même pour les transports. Alors les transports, c'est aussi parce que ça part vite, même s'il y a beaucoup de trains, de bus ou autres types de transport. Voilà, c'est toujours mieux de s'y prendre à l'avance pour être sûr d'avoir les meilleurs prix, avoir une place tout simplement dans le transport que vous souhaitez. Donc prévoir son budget pour ce voyage, c'est quand même mieux, et se prévoir une marge pour être assez large, puisque au-delà des besoins vitaux, on va dire, des logements, transports et nourriture, aussi un budget activité et souvenirs qui peut être assez élevé, surtout lorsqu'on est au Japon, on a envie d'acheter plein de choses. Et ça, il faut le prendre en compte avant d'y aller. C'est important de bien prévoir à l'avance votre budget.
Deuxième point à savoir au Japon, ça c'est lorsque vous serez sur place, c'est de toujours avoir du liquide sur soi. Ça, c'est une habitude qu'on prend vite lorsqu'on voyage en Asie, mais si c'est votre premier voyage, vous n'êtes pas forcément au courant. En Asie, en général, on paye en liquide, sauf la Chine, je crois, mais on ne parle pas de la Chine pour l'instant. C'est bien d'avoir toujours du liquide. Les Japonais ont encore l'habitude de payer beaucoup en liquide, et donc c'est toujours bien d'en avoir sur soi, surtout pour aller manger. Il y a beaucoup de restaurants qui ne prêtent pas la carte, et forcément, il vous faudra payer en liquide. Pareil pour manger sur des petits marchés, par exemple, la street food, donc c'est toujours plus pratique d'avoir une petite somme sur soi au cas où. Alors pour le liquide, vous avez deux options. Soit vous tirez de l'argent de manière classique, attention aux frais bancaires, puisque selon votre banque, vous pouvez avoir des prêts sur votre carte française. Donc là, je vous conseille d'avoir une carte internationale. C'est toujours plus pratique, surtout lorsqu'on voyage. C'est bien d'avoir aucun frais bancaire de son côté France. Ça vous réduit quand même les frais. Et par contre, ceux que vous ne pourrez jamais éviter, ce sont les frais des guichets. Lorsque vous tirez à l'étranger, il y a toujours une petite part que la banque du pays se prend en commission. Donc cela, vous ne pouvez jamais l'éviter. Mais dans ce cas-là, vous avez toujours l'option de venir dans le pays avec du liquide et d'aller chez un currency exchange, donc des échangeurs de monnaie. C'est plus simple. En général, les taux sont plus intéressants. Par contre, au Japon, j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup moins que dans d'autres pays. Il y en a à l'aéroport, certes, mais les taux ne sont pas toujours les plus avantageux. Donc en règle générale, lorsque vous voyagez, je vous conseille toujours de ne pas tout changer à l'aéroport. Si vous avez besoin d'une petite somme, changez le minimum possible puisque les taux sont en général moins intéressants que lorsque vous partirez dans le centre-ville. Cependant, au Japon, c'est souvent des bornes automatiques pour échanger vos billets. C'est très pratique, sauf lorsque vous n'avez pas une monnaie qui est très courante. Nous sommes arrivés au Japon. Après notre PVT en Nouvelle-Zélande, on avait donc tiré en Nouvelle-Zélande, retiré nos dollars néo-zélandais de notre compte bancaire pour les avoir en liquide en arrivant sur le territoire japonais et donc échanger ces billets. Comme ce n'est pas une monnaie qui est si répandue que ça, les échangeurs automatiques de billets ne prenaient pas les dollars néo-zélandais. Il a donc fallu trouver un guichet avec des personnes qui nous échangeaient nos billets. Et il y en a beaucoup moins, en tout cas c'était mon ressenti. Lorsque nous étions à Osaka, on en a trouvé un à la sortie de la station Namba. En général, c'est par là que l'on passe lorsqu'on arrive à Osaka. Mais on ne sait pas forcément qu'il faut sortir de la gare et aller autour pour trouver ces currency exchange. En général, personne vous dirigeront vers des bornes automatiques. Si par contre vous venez de la France et que vous avez des euros, il n'y a pas de problème. Pareil si vous voyagez avec des dollars américains, pareil, il n'y a pas de souci. Les monnaies courantes, en général, il n'y a pas de problème sur les bornes automatiques. Mais voilà, si vous venez même de petits pays comme d'autres pays d'Asie et que vous voulez changer la monnaie qui vous reste de ces pays-là, c'est pas si simple. Et donc, il vaut mieux trouver un guichet avec des humains qui vous échangeront votre monnaie. Mon troisième conseil, comme vous l'avez vu lorsque j'ai décrit mon itinéraire, c'est que l'on a fait 3 grandes villes. Et ce sont des villes avec beaucoup de choses à faire et à voir et à visiter. Attendez, je vous présente Minette. Hop là, Minette qui n'a pas de prénom. Donc si vous voulez lui donner un prénom en commentaire, eh bien je serais très contente que vous la nommiez, puisque je suis pas du tout inspirée pour lui donner un prénom. C'est pas mon chat, c'est elle qui nous a adoptés, mais comme c'est elle qui nous a adoptés, on lui a pas donné de prénom. Donc si vous voulez lui donner un petit prénom. Donc voilà, les villes sont très grandes. Il y a beaucoup de choses à faire et bien de se faire un itinéraire quand même, de spotter les lieux d'intérêt que vous voulez faire. Bien sûr, vous ne pourrez pas tout faire, il y en a tellement à voir dans ces villes. En parallèle de ça, c'est assez controversé ce conseil, mais c'est quand même de se laisser du temps. C'est les lieux d'intérêt que vous voulez faire, mais gardez-vous de la liberté pour explorer des endroits que vous n'aviez pas forcément prévu de voir. Et surtout, et je sais que ça c'est un petit peu controversé par rapport à ce que je vous dirai dans mes vidéos, puisque je vous conseille souvent des endroits dans mes vlogs. Mais voilà, c'est de ne pas toujours suivre les recommandations que vous verrez sur TikTok, sur YouTube, sur des blogs, puisque tout le monde fait ça en fait au Japon. Ce qui fait qu'il y a des lieux qui sont très beaux certes, mais qui se retrouvent complètement engorgés de personnes et ça perd de son charme. Donc je vous conseille quand même de spotter certains quartiers, mais de vous laisser du temps pour flâner autour et visiter des lieux que vous n'aviez pas forcément prévus. C'est là où vous aurez de bonnes surprises. Et en plus de ça, ça permet d'être un peu seul. Et c'est vrai que c'est agréable puisque le Japon, il y a souvent du monde, surtout dans les lieux touristiques.
où c'est blindé. Notre conseil, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément suivi, puisque nous on avait prévu de faire principalement des villes, mais on est quand même un peu sorti pour visiter des plus petites villes à côté ou des lieux voilà, un peu moins bondés de personnes. Ce serait d'alterner entre les villes et la campagne, ou au moins des quartiers qui sont excentrés, qui sont un peu plus traditionnels, un peu plus loin de la modernité, puisque ça permet de voir plusieurs aspects du Japon. Les villes sont très intéressantes, il y a beaucoup de choses à y faire et à y voir, mais les quartiers excentrés sont en général très sympas aussi, c'est là que vous retrouverez plus de temples et aussi plus de petites adresses typiques, plus traditionnelles, plus anciennes, et ça aussi c'est très agréable. Donc voilà, si je vous conseille de faire un voyage au Japon, ne pas forcément faire que de la ville. Les villes sont très très sympas, mais la campagne est tout aussi belle et c'est là où on apprécie un peu plus les paysages. Et si possible, nous on ne l'a pas fait. Et c'est vrai que louer une voiture peut être une chose très intéressante au Japon, puisque ça vous permet de sortir un peu des trajets que l'on retrouve partout dans les guides, puisque en général ils se calquent principalement sur les transports en commun. C'est aussi intéressant d'avoir une voiture pour un peu explorer, s'arrêter quand on veut, voir la campagne et les petites routes. Je sais qu'il y a aussi, il peut y avoir des cascades, des temples un peu plus abandonnés. Voilà, c'est vraiment très sympa d'être plus autonome, même si avec les transports en commun, on fait plein de choses, surtout si vous prenez les trains locaux qui sont très sympas, très beaux, un peu anciens, vous permettent aussi d'aller dans des lieux parfois un peu plus reculés, moins touristiques. Et ça, c'est vraiment la beauté du Japon, c'est lorsque on sort un peu des sentiers battus. J'ai perdu le compte des conseils, mais mon prochain conseil, c'est de ne pas trop se charger. J'ai tendance à vouloir emmener plein de choses au Japon. Voilà, ses meilleurs outfits, ses super belles tenues pour pouvoir faire plein de belles photos. Première raison pour laquelle c'est pas ouf de trop se charger et de pas venir avec 15 000 valises, c'est que les logements qui sont à un prix moyen sont en général petits, mais vraiment très petits. Je crois que même certains à un prix un peu plus élevé sont petits aussi. Selon votre budget, les logements sont vraiment pas très grands. Donc si on arrive avec 15 valises, vous avez vite plus de place pour bouger. Et la deuxième raison pour laquelle il ne faut pas trop se charger, c'est que c'est vraiment le pays du shopping, que ce soit en termes de vêtements, mode aussi. Si vous aimez bien les mangas, la culture kawaii, les animés, même les dessins animés, Ghibli, tout ça, il y a des millions et des millions de petites figurines, de petits objets, souvenirs qui font que vous risquez de revenir avec beaucoup de choses. Surtout si vous avez prévu un budget pour ça. Règle générale, ne pas trop se charger, c'est le mieux. Surtout si vous voulez ramener des souvenirs ou même des habits, des petites choses qui vous font plaisir. Il y a plein de magasins qu'on ne trouve pas en France. Et donc, on a forcément au moins envie de s'acheter un petit truc qui nous rappelle le Japon. Donc ne pas trop se charger, c'est quand même un plus pour pouvoir ramener le plus de choses possible au final. Un dernier conseil qui est très spécifique. Je sais que je n'ai pas fait de vlog sur notre journée Universal Studios, mais c'est quand même un lieu que je vous recommande de faire, surtout si vous passez à Osaka. C'est un parc qui est magnifique, c'est assez récent mais les décors sont très beaux, très bien faits. Surtout si, comme moi, vous êtes une grande fan d'Harry Potter, c'est toute mon enfance. J'étais vraiment une très grande fan. Également, pour ma génération, le monde de Mario, forcément, ça nous ramène tout de suite en enfance. Et c'est pareil, très bien fait, très stylé. Il n'y a pas tant d'attractions que ça, par contre, je m'attendais à plus. Mais en fait, il y a tellement de choses à faire avec les décors et des petits détails, des petites boutiques et d'autres petites surprises que je ne dis pas, puisque si vous voulez y aller... Voilà, vous découvrirez sur place. Et bien, vraiment, c'est un immanquable. Donc, je vous conseille quand même, de prévoir une journée à Universal Studios Japan. Si, comme moi, vous n'avez pas un très gros budget, mais que vous voulez quand même être sûr de pouvoir rentrer dans certaines zones, notamment Mario, il y a des quotas. Donc, ça, si vous ne le saviez pas, à partir d'un certain nombre de personnes rentrées dans la zone, vous ne pouvez plus entrer. Donc, il y a deux options. Soit vous réservez à l'avance votre horaire, et donc vous êtes sûr de pouvoir rentrer, mais il faut acheter un pass qui coûte quasiment 2 fois de l'entrée du parc, donc il faut acheter l'entrée du parc plus le pass, ça peut vite être un budget élevé. La deuxième option, nous c'est celle qu'on a prise, c'est de venir tôt, très tôt, au moins 1 heure avant l'ouverture du parc, faire la queue
Donc certes, c'est un peu chiant, il faut se lever tôt, il faut être là-bas pas trop tard et arriver à être bien en avant dans la queue. Surtout qu'en plus, les portes n'ouvrent pas forcément à l'heure à laquelle c'est indiqué. Nous, ils avaient indiqué que l'ouverture du parc était à 8h30. Au final, à 8h15, 20, ils faisaient déjà entrer des personnes. Donc vraiment, arrivez plus tôt, vous êtes sûr de profiter encore plus du parc et aller direct à Mario. Arrivez devant, vous aurez deux options. S'il y a déjà un peu trop de monde, vous pourrez scanner votre QR code sur l'application. Donc vous scannez votre billet d'entrée dans le parc et la zone vous proposera des horaires pour revenir plus tard dans la journée. Ou alors vous pourrez, comme nous, rentrer directement dans la zone Mario et en profiter, surtout qu'à cette heure-là, en général, il y a moins de monde, donc c'est plus sympa, il y a moins de gens pour faire la queue et vous pourrez découvrir le monde de Mario facilement. Et deuxième conseil, ça c'est un regret qu'on a eu, mais c'est vrai que si j'y retournais, c'est quelque chose que je ferais, c'est si vous aimez vraiment le monde d'Harry Potter, que vous êtes un grand fan, l'attraction majeure de cette zone-là, elle est vraiment incroyable. Je vous la spoil pas, mais c'est la meilleure attraction que j'ai fait de toute ma vie. Sauf que nous, du coup, on n'avait pas de passe-passe, donc de passe rapide. On a fait 2 heures de queue pour la refaire. On n'avait pas 2 heures à refaire la queue pour la refaire une deuxième fois. Donc on l'a fait qu'une seule fois. Et bien, mon seul regret, c'est de ne pas avoir de fast-pass pour cette zone, puisqu'elle est tellement bien que je l'aurais bien refait plusieurs fois. Donc voilà, si vous êtes un grand fan, eh bien un petit conseil, c'est peut-être de prévoir un fast-pass pour cette zone-là et d'arriver tôt pour pouvoir faire le monde de Mario. Comme ça, vous pouvez bien profiter de ces deux zones qui sont quand même les deux parties majeures du parc, même si j'apprécie aussi les autres mondes qui sont ceux des Minions, Jurassic Park, etc. Il y en a d'autres. Et voilà pour mes petits conseils. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions et s'il y a des choses que j'ai pu oublier de me les mettre en commentaire sous cette vidéo. Je réponds à tout. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur Instagram. Je réponds aussi très facilement. J'espère que cette vidéo vous aidera beaucoup dans la préparation de votre voyage. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos conseils. Puisque oui, ce n'est pas parce que je suis rentrée que j'arrête les vidéos. Il y aura quand même quelques petits vlogs qui sortiront bientôt et qui j'espère vous plairont aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous aimez bien ce format. Je serai très heureuse d'en refaire d'autres sur d'autres destinations. C'est toujours un plaisir de vous donner mon ressenti, mes conseils. Ciao!